Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a prononcé son discours lors de la 75e session de l'Assemblée générale. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Union européenne, première mise au point sur le pacte migratoire européen. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. En raison de la pandémie du Covid-19, communément appelée coronavirus, le 75e Assemblée des Nations Unies s'est déroulée cette année de façon virtuelle. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours porté sur l'avenir de la planète entière et l'engagement collectif en faveur du multilatéralisme pour une action concertée contre la pandémie du Covid-19. Il convient de préciser que cette 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies se tient un quart de siècle après l'adoption de la déclaration du programme d'action de Beijing de 1995, un plan d'action détaillé pour le droit des femmes, l'égalité des sexes dans le monde, et marqué par le 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing, par une rencontre de haut niveau au cours de laquelle les dirigeants mondiaux devraient présenter des actions visant à accélérer la pleine réalisation de l'égalité des sexes. À cette occasion, le président de la République a d'emblée abordé cette crise sanitaire tout en ajoutant les bouleversements géopolitiques que connaît le monde. La crise du Covid-19 doit interpeller tout le monde et plaider en faveur d'un système multilatéral plus solidaire, plus efficace afin de lutter contre cette pandémie. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, permettez-moi d'emblée de vous féliciter très chaleureusement pour votre élection à la 75e session de l'Assemblée générale. Cette session historique placée sous le triple signe de la commémoration du 75e anniversaire de l'ONU, du 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing, ainsi que la décennie de l'action 2020-2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable, que vous avez l'ainsi honneur de présider, revêt une profonde signification pour les États membres. Je puis vous assurer du plein appui et de la coopération de mon pays. Je souhaite également adresser mes sincères félicitations à votre prédécesseur, le professeur Tijani Bande, et son équipe pour les efforts déterminants déployés en vue d'assurer la continuité des activités de l'Assemblée générale dès le début de la crise mondiale sanitaire. Nous réitérons notre profonde gratitude au secrétaire général pour la présentation de son rapport annuel contenant une analyse pertinente des enjeux globaux actuels et des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. S'il ne contient pas de recette miracle, les solutions qu'il préconise constituent un antidote sûr contre le pessimisme et la tentation du désespoir. L'année dernière, déjà dans notre analyse de l'état du monde, nous exprimions nos préoccupations quant à certaines tendances lourdes qui se dessinaient. Parmi celles-ci, nous citions la pauvreté, l'inégalité, le changement climatique, la faiblesse du volume d'investissement, la lenteur de la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective des objectifs de développement durable, la persistance des conflits et la montée du terrorisme. Nous avions également souligné l'impact négatif que les bouleversements géopolitiques en cours, la montée des tensions dues à la guerre commerciale et les prévisions de baisse de la croissance économique pourraient avoir sur le combat contre la pauvreté et la promotion de la coopération internationale. Mais l'année 2020 ne ressemble en rien aux années précédentes et demeurera à jamais gravée dans les annales de l'histoire comme l'année au cours de laquelle le monde aura subi
des secousses d'une violence inouïe. L'éruption de la pandémie du Covid-19 a constitué un événement majeur dont l'impact sanitaire, politique, économique et humanitaire aura été considérable. Les bouleversements majeurs qu'elle a entraînés ont eu de lourdes conséquences économiques et affecté tous les secteurs de l'économie, en particulier le tourisme et le secteur de l'économie informelle, qui emploie une part importante de la population dans les pays à faible revenu. Les mesures de confinement que les États ont dû adopter pour éviter la propagation du virus ont conduit à la perte massive d'emplois et ont généré de réels problèmes de liquidité. Le Covid-19, selon la Banque mondiale, plongerait l'Afrique dans sa première récession depuis plus de 25 ans. Les projections sur le creusement des déficits publics au sein de nos pays sont préoccupantes, d'où l'importance d'une réponse appropriée des institutions financières internationales et des partenaires bilatéraux en faveur des pays en voie de développement qui, certes, fournissent des efforts considérables pour faire face à la crise, mais qui, de toute évidence, ne pourront parvenir seuls à en contenir les effets dévastateurs. La pandémie du Covid-19 a affecté d'une manière disproportionnée les femmes, les enfants, les personnes âgées, les migrants et les réfugiés. Nous devons veiller à ce que dans notre riposte, une attention particulière soit consacrée à ces catégories de la population. Qu'il me soit permis ici de souligner à nouveau l'importance critique d'accélérer nos efforts en vue de réaliser l'objectif 5 des ODD, qui est de parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, socle transversal à la réalisation du programme du développement durable d'ici 2030. Toujours dans son allocution, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a rappelé que le gouvernement de Djibouti a, dès le début de cette pandémie, pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la population, y compris une vaste campagne de tests afin d'affiner la stratégie et ainsi y compris une vaste campagne testée afin d'affiner la stratégie et les mesures à prendre face à cette crise sanitaire. Plus loin, le chef de l'État a souligné la crise du Covid-19 a été une occasion pour les terroristes de se réorganiser dans le monde. Écoutons le chef de l'État. Monsieur le Président, nous avons à Djibouti pris très vite la mesure de la gravité de la crise et avons mis en place des mesures sanitaires urgentes afin de contenir la propagation du virus. Grâce à une politique de contrôle des frontières, de confinement, de politique de tests massifs et de traitement des personnes infectées, le bilan que nous dressons aujourd'hui est largement satisfaisant. Nous voudrions ici saluer l'ensemble du personnel de santé dont le professionnalisme et le dévouement auront été exemplaires. Ce succès, nous le devons également à la coopération de la population djiboutienne dont la discipline et la motivation dans le combat contre le Covid-19 est pour nous une source d'inspiration. Nous saluons également la résilience face à la prolifération de fausses informations qualifiées d'infodémiques par l'OMS. Ce n'est qu'à travers l'instauration de rapports de confiance, de dialogues véritables et permanents avec les citoyens que l'on peut venir à bout de cette épidémie. En dépit des succès obtenus, notre action se caractérise par le rejet de la complaisance et l'exhortation à une vigilance de tous les instants. S'agissant de l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie et l'emploi, même s'il est difficile de mesurer les effets à moyen et long terme, en particulier sur le trafic maritime, Djibouti, à l'instar des autres pays africains, a été frappé de plein fouet par cette crise sanitaire. Nous avons, en réponse, entrepris des mesures d'urgence visant à soutenir l'économie et l'emploi et créé un fonds spécial pour la solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Ces mesures ont eu pour effet de contenir les effets de la crise
et avons pu également compter sur le soutien précieux des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, la BAD et l'appui des pays amis. Il va sans dire qu'en raison de sa vulnérabilité aux chocs exogènes, les perturbations durables de la chaîne d'approvisionnement globale, la baisse des flux d'investissements directs étrangers, les effets perturbateurs du changement climatique et le flux continu de réfugiés fuyant l'instabilité et les conflits, Djibouti espère compter davantage sur la solidarité de ses partenaires et amis. Monsieur le Président, en dépit du lien étroit établi par les scientifiques entre le changement climatique et la pandémie du Covid-19 et l'explosion possible des zoonoses, les efforts dans la mise en œuvre des accords de Paris n'ont pas enregistré les progrès escomptés. Devant la gravité de la crise sanitaire et l'attention médiatique exclusive accordée au Covid-19, le changement climatique a été relégué au rang des priorités secondaires. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il nous faut rester vigilants de l'attention que l'on portera au combat contre le changement climatique et de ressources qu'on déploiera dans ce domaine dépendra notre succès dans les efforts de prévention des pandémies futures. Monsieur le Président, l'onde de choc provoquée par la pandémie pourrait avoir également un impact délétère sur la lutte contre le terrorisme et la gestion de conflits dans de nombreux théâtres. Certains groupes terroristes y ont vu une opportunité pour se réorganiser et profiter du vide sécuritaire créé par la lutte contre le Covid-19. Les opérations de maintien de la paix, en dépit des difficultés initiales, ont heureusement pu s'adapter et se réorganiser afin de poursuivre le mandat vital qui leur est confié. L'appel au cessez-le-feu lancé par le secrétaire général a été largement entendu et nous soutenons l'exhortation qu'il a lancée à la communauté internationale à redoubler d'efforts afin qu'il devienne une réalité d'ici à la fin de l'année. C'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout de suite sur le discours du chef de l'État qui a parlé de son allocution, féliciter le gouvernement somalien pour sa politique et son progrès économique. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الفلاح
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière. Comme je vous le disais, le président de la République a dans son allocution à l'occasion de la 75e Assemblée des Nations Unies qui s'est déroulée cette année de façon virtuelle, a pour sa part, le gouvernement somalien a félicité le gouvernement somalien pour sa politique et son progrès économique dans un contexte de crise sanitaire. Plus loin, il a rappelé que Djibouti suit de très près le processus de paix au Sud-Soudan. Réécoutons le chef de l'État. Monsieur le Président, nous nous félicitons des progrès économiques et politiques enregistrés en Somalie, en dépit du triple choc du Covid-19, l'invasion des criquets et des inondations dévastatrices. Les résultats des consultations initiées à Doussamareeb, l'accord sur un modèle électoral et l'élection d'un nouveau Premier ministre sont autant de motifs de croire et d'espérer que la Somalie soit engagée sur une trajectoire positive et irréversible vers une paix et stabilité durable. Nous appuyons fermement la mission d'AMISOM, dont l'objectif vise à dégrader la menace que pose Al-Shabaab. Nous appelons la communauté internationale à continuer de fournir le soutien matériel, logistique et financier adéquat. Nous suivons avec attention la mise en œuvre de l'accord de revitalisation qui a permis l'instauration d'un gouvernement de transition d'unité nationale au Sud-Soudan. Nous formons le vœu que les groupes armés non signataires de l'accord se rallieront dans les meilleurs délais aux efforts de paix et conduits par la région et soutenus par la communauté internationale. Le peuple du Sud-Soudan est las de la guerre. Il a consenti d'énormes sacrifices. Il mérite la paix. Djibouti réitère son soutien aux efforts visant à réaliser une paix durable au Yémen, en conformité avec la résolution 2216 de 2015 du Conseil de sécurité. L'initiative du Conseil de coopération du Golfe et les décisions de la Conférence nationale de réconciliation. Nous appelons en outre les parties prenantes à travailler de bonne foi afin de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de Riyad et réaffirmons notre attachement à l'unité et l'intégrité territoriale du Yémen. Nous demeurons extrêmement préoccupés par le risque environnemental majeur et la menace de marée noire que pose le tanker pétrolier FSO Tanker. Nous exhortons les rebelles Houthis à coopérer de toute urgence avec les experts des Nations Unies afin qu'ils puissent mener les inspections adéquates et les travaux urgents nécessaires afin d'endiguer la menace. Monsieur le Président, nous avons célébré virtuellement le 21 septembre dernier la commémoration du 75e anniversaire de la création des Nations Unies et avons saisi l'opportunité pour réaffirmer la place centrale que doit occuper notre organisation dans les efforts collectifs visant à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. La lutte contre la pandémie du Covid-19 nous dicte l'impérieux devoir de collaborer et de travailler ensemble, car il est maintenant avéré que si un de nous est en danger, nous sommes tous en danger. Ce n'est pas une formule creuse ou une généralisation superficielle. Les coûts en vies humaines et en pertes économiques sont une démonstration concrète du danger de l'inaction. Afin de sauver des vies, protéger les plus vulnérables et reconstruire sur des bases plus solides, il nous faut agir d'urgence. Et cet engagement doit s'inscrire dans la durée. Oui, les temps peuvent paraître sombres, mais c'est là où le danger croît, comme dirait le poète allemand Hölderlin, que croient également ceux qui sauvent. Vive la solidarité internationale, vive la coopération internationale
et vive les Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. C'était le discours du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, lors de la 75e Assemblée des Nations Unies qui s'est déroulée, rappelons-le, cette année de façon virtuelle. Direction Obok, où une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed s'est rendue hier à Obok. Cette délégation était composée du directeur régional de l'OIM, de l'ambassadeur de l'Union européenne, de la coordinatrice des Nations Unies et de la chef des missions de l'OIM à Djibouti. Cette délégation a été accueillie par le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional, Mohamed Humed, à l'escale de la ville d'Obok. La délégation s'est entretenue avec les autorités de la région, les médecins, les officiers des forces de l'ordre, ainsi pour s'enquérir des conséquences des flux migratoires dans la région d'Obok. Les échanges ont été fructueux et ont porté davantage tant pour réduire l'impact des flux migratoires sur la population haute, mais aussi pour améliorer le retour des migrants en Éthiopie. Puis après, la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed a effectué une tournée dans les 3 sites, à savoir Massagra, lieu de quarantaine des migrants, Fanteh, Hiro, quartier où résident les populations hautes, se trouvant en proximité de Massagra, et le MRC, centre de l'OIM pour les migrants. Rappelons qu'une forte délégation accompagne le ministre de l'Intérieur, à savoir le directeur régional de l'OIM, Mohamed Abdiker, et l'ambassadeur de l'Union européenne, la coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi, la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Mme Stéphanie Davio. La délégation a non seulement échangé avec les différentes parties prenantes, mais a constaté également des visuels de situations qui prévalaient sur le terrain. Les différents échanges avec les parties prenantes ont été concluantes. Direction la ville d'Ali Sabieh, où le camp Harbi du bataillon interarmé d'Ali Sabieh a abrité hier matin une importante cérémonie de deuxième promotion du CM1 CME 2019-2020 du premier stage de formation des formateurs au profit d'une cinquantaine de stagiaires de la garde républicaine. Cet événement présidé par le général des corps d'armée Zakri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, et en présence du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Mohamed Jam Ali, commandant de la garde républicaine, le colonel Abdelwassa Mohamed Ben Mohamed, commandant de Bias, et le lieutenant-colonel Mohamed Jam Qayyad, commandant de l'école militaire de Holol. Cette cérémonie a vu la participation de M. Moussa Adel Migeni, préfet de la région d'Ali Sabieh, Omar Ahmed Ouaez, président du conseil régional d'Ali Sabieh, le député de la région, l'honorable Abdou Seki, ainsi que les autorités militaires de la société civile de la région d'Ali Sabieh, mais également des hauts gradés de la garde républicaine. Cette cérémonie de promotion intitulée Naurska Jim'at 62-20, qui est la deuxième promotion en CME CM1 2019-2020 et du premier stage de formation des formateurs de la garde républicaine, et ceux des formateurs sont déroulés du 13 décembre au 13 septembre. Pour la formation des formateurs, le but recherché était
d'acquérir les compétences essentielles du métier de formateur, didactiel, méthodes et techniques de savoir-faire relationnel et organisationnel de base, connaissance de l'environnement et de la formation militaire. Ainsi, les stagiaires des CME CM1 se sont vus remettre le grade de sergent et une quinzaine de stagiaires de formation formateurs au grade de sergent-chef. C'est grâce à leurs efforts et leur dévouement que ce stage a été accompli. Écoutons à présent le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, lors de la clôture du stage de formation des formateurs au profit d'une cinquantaine de stagiaires de la garde républicaine. La formation CMI-CM1 a fait pour but de vous faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires tant en matière de savoir-faire que de savoir-être. Gérer, animer, persuader et entraîner un groupe de combat. Pour la formation des formateurs, le but recherché était pour vous faire acquérir compétences essentielles du métier de formateur, didactique, méthode, technique, savoir-faire relationnel et organisationnel de base connaissance d'environnement de la formation militaire. Vous avez su mettre en pratique les connaissances acquises et ainsi démontrer votre capacité opérationnelle. Cadre formateur. L'essentiel de vos activités pendant de 10 mois de formation se résume à la pédagogie militaire, amélioration des connaissances déjà acquises et le renforcement de la capacité physique. Les stagiaires, vous êtes parvenus au terme de cette formation et au regard des résultats obtenus. Vous pouvez aujourd'hui être légitimement fiers de ce que vous êtes
devenus. Le succès de cette formation découle ainsi de la qualité des instructeurs qui ont joué un rôle fondamental dans la transmission des savoir-faire et savoir-être. Qu'il me soit permis de saluer le travail accompli par l'ensemble des encadrements. C'est grâce à leur effort et à leur dévouement que ce stage a été accompli. J'adresse mes vifs remerciements au commandement forces djiboutiennes pour leur soutien indéfectible qui a permis de mener à bien et la formation, ainsi que le chef de corps auprès de moi, colonel Abdelwassa, pour l'accueil et le fonctionnement de suivi évolution du stage. Retour à Djibouti, où l'Office national du tourisme de Djibouti a organisé hier au sein du lycée d'hôtellerie d'Arta une cérémonie de clôture de la remise des certificats suite à la formation touristique sur l'amélioration des menus préparés en restauration et en pâtisserie. Animé par l'expert international Ibrahim Sidi Diène durant une semaine, cette cérémonie a été présidée par le directeur général de l'OMTD, M. Ousmane Abdi Mohamed. Elle a vu aussi la présence du président du conseil régional de la ville d'Arta, Elmi Bouh Goudon, du secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, du point focal du cadre intégré et renforcé, M. Hiba, Ahmed Hiba, et du directeur du lycée d'hôtellerie d'Arta, M. Ali. La formation qui est d'ailleurs réalisée grâce au financement du cadre intégré et renforcé destiné aux professionnels du secteur de la restauration et de la pâtisserie, notamment les jeunes étudiants en fin de cycle du lycée d'hôtellerie d'Arta, vise comme objectif principal à améliorer les connaissances en matière de la préparation de menus destinés à fidéliser la clientèle touristique à Djibouti. Notre module, celui d'aujourd'hui, est intitulé sur l'amélioration. Ce n'est pas une première car l'Office national du tourisme de Djibouti a depuis ces derniers temps n'a eu de cesse de ménager les efforts pour renforcer et améliorer les compétences humaines et institutionnelles des opérateurs du secteur touristique et dans les différentes structures d'hébergement et de restauration afin d'améliorer la qualité des services et produits pour promouvoir davantage l'attractivité et la destination Djibouti. Eh bien, au cours de son intervention, le directeur général de l'OMTD a clairement souligné que le tourisme est un enjeu important pour notre pays tout entier. Il a également dit que dans les efforts que nous menons pour le redressement économique de notre pays et surtout dans l'amélioration des services de la restauration. Écoutons le directeur général. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie de clôture de remise du certificat de la formation pratique sur l'amélioration des menus préparés en cuisine et pâtisserie, qui s'est déroulée durant une semaine. Je tiens également à remercier le président du conseil régional pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, à toute mon équipe et à l'expert ici présent. La cuisine est le cœur de tous les hôtels et restaurants. En effet, améliorer l'environnement des repas, autant que le repas lui-même, se doivent d'être améliorés, travaillés et concoctés, parce que le succès d'un établissement de restauration repose sur le flux. À Dikil, dans le cadre du projet formateur des jeunes entrepreneuriat Forge, l'agence djiboutienne de développement social a organisé en collaboration avec le centre de leadership et d'entrepreneuriat et en partenariat avec le secrétariat à la jeunesse et au sport, les tirages au sort de la région de Dikil, plus particulièrement de la localité de Mulhoud et de Asserela et du chef-lieu de Dikil, afin de départager de manière équitable, impartiale et transparente plus de 870 candidats inscrits, intéressés à participer au premier cycle de formation sur l'entrepreneuriat et les compétences de vie. Ces tirages sont déroulés selon le planning, dans un premier temps au conseil régional de Dikil, puis dans la sous-préfecture de Mulhoud et enfin dans la localité de Asserela, en présence des responsables de la localité. Rappelons que l'objectif essentiel de ces projets est d'améliorer l'accessibilité aux jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations et des soutiens financiers, ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre de la pérennisation de leur activité.
On reste toujours à Dikil où, dans le cadre de la lutte contre le contrebande, après une très grande, large d'opérations de contrôle et de patrouille effectuées dans le sud-ouest de la ville d'Dikil, l'armée et les éléments de la douane de Dikil ont intercepté hier matin, dans la matinée, un lot très important de cadres provenant de l'Éthiopie à travers la localité de Bandora, périphérie frontalière à 15 km de Dikil. Une quantité très importante de cadres composée de 25 colis, de 40 colis chacun, soit 9 kilos, soit un total de 1009 kilos transportés à dos d'homme. En principe, la douane, en collaboration avec les autres éléments de l'armée Riyad Dikil, sous le commandement du colonel et de l'armée Idriss Omar Elaye et du chef de la brigade de la douane de Dikil, Moussa Omar, ces derniers ont procédé à la séance de destruction de ces cadres et au sein du poste de contrôle frontalière de l'armée Riyad de Dikil, afin de le mettre à feu. Et enfin, dans la page sport, s'est tenue hier plutôt au Palais du Peuple une rencontre unique en son genre. Cette rencontre a réuni les organisations de la société civile djiboutienne engagées dans la lutte contre le changement climatique. Elle consiste à un lancement d'une plateforme nationale des organisations de la société djiboutienne pour une justice climatique avec la dénomination du réseau climatique développement Djibouti. Ces réseaux qui viennent d'être a pour objectif d'améliorer la qualité de la participation de la société civile dans le dialogue sur les politiques programmes liés au climat, l'environnement, développement durable et au niveau national. Partie de ces réseaux internationaux. Donc on aimerait bien que tous les autres ONG djiboutiens qui travaillent sur la question climatique puissent participer également, puissent adhérer à ces réseaux internationaux. Donc nous allons travailler avec les décideurs politiques, nous allons travailler avec le bailleur, nous allons travailler avec les collectivités locales. Nous allons travailler ensemble d'abord, nous allons essayer de renforcer les capacités de toutes les organisations sociétés djiboutiennes travaillant dans ce domaine. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons fini en bon terme. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, 3 des 4 dirigeants du groupe Vizsla réunis à Bruxelles, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, ont souhaité faire part, sans attendre, de leurs commentaires concernant le projet de pacte migratoire présenté mercredi par la Commission européenne. Mais le conflit libyen sont lisses et les ONG dénoncent les violations brutales des droits de l'homme dans le pays. Selon un rapport Amnesty International, il y a sur place des centres de détention qui ne sont pas enregistrés auprès des organisations internationales. Dans ces documents, explique si le nombre de migrants qui arrivent sur les côtes européennes est désormais modéré, les divisions entre les États membres restent toujours aussi profondes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.